Michael Anthony ayant brusquement quitté Van Halen. Le monde de la musique s'est demandé si cette décision n'était pas due à des tensions au sein du groupe. Nous avons joué Van Halen, nous avons joué Led Zeppelin, n'est-ce pas? Et après ce qui s'est passé avec Eddie Van Halen. Cependant, le bassiste n'a jamais parlé en mal de ses coéquipiers et a rapidement trouvé d'autres musiciens pour continuer à faire de la musique dans le monde entier. C'était ce groupe que nous n'essayions pas d'interdire. Pendant un certain temps, les fans ont suivi les deux groupes avec enthousiasme, convaincus que Van Halen ne s'était séparé que pour permettre à ses membres de poursuivre d'autres activités. Vous faites de la musique depuis si longtemps? C'est assez incroyable. Nous sommes sortis de cette musique 3 semaines après avoir obtenu notre diplôme de fin d'études secondaires. Mais à 70 ans, Michael Anthony a finalement décidé de révéler toute la vérité sur Eddie Van Halen. C'était difficile. C'est très surréaliste en ce moment. Les raisons de son départ du groupe et ce qu'il a dit changeront à jamais la façon dont les gens se souviennent d'Eddie. La base d'une fraternité. Le parcours musical de Michael Anthony a commencé avec une trompette. Mais à 13 ans, l'énergie brute du rock l'a attiré et il a pris la décision de changer de voix, ce qui a changé sa vie. Je voulais être différent des autres, explique-t-il. Tous mes amis jouaient de la guitare ou de la batterie, alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer la basse? Cette décision l'a amené à croiser le chemin de 2 frères qui faisaient des vagues sur la scène musicale locale. Eddie et Alex Van Halen attiraient l'attention avec leur groupe Mammoth, jouant dans les bals des lycées dans de petites salles autour de Pasadena. Le destin s'en est mêlé lors d'une soirée mémorable où les 2 groupes étaient programmés pour jouer dans le même lycée. Leur système de sonorisation est tombé en panne juste avant le début de leur concert, se souvient Michael. Je leur ai donc proposé d'utiliser notre équipement. Ce simple acte de gentillesse a attiré l'attention des frères Van Halen. Lorsque leur bassiste Mark Stone a quitté le groupe peu de temps après, ils se sont souvenus de ce musicien serviable aux voix puissantes. Une session de jam a été organisée et l'alchimie a été immédiate. Le déclic s'est produit, dit Michael en souriant à l'évocation de ce souvenir. Nous avons commencé à jouer et c'était comme si nous l'avions fait pendant des années. Avec la voix théâtrale de David Lee Roth, le jeu de guitare révolutionnaire d'Eddie, la batterie tonitruante d'Alex et la basse solide comme le rock de Michael, Van Halen était né. Ils n'étaient pas seulement des membres du groupe, ils étaient des frères d'armes, prêts à conquérir le monde avec leur son frais et énergique. Ces premiers jours ont été magiques, avouera plus tard Michael. Nous étions juste 4 gars qui aimaient jouer de la musique ensemble. La célébrité, l'argent, le drame, rien de tout cela n'existait encore. Tout était pur. Personne n'aurait pu prédire les sommets incroyables qu'ils atteindraient, ni les chutes douloureuses qui les attendaient. Les fondations de l'un des groupes les plus explosifs du rock étaient posées, mais des fissures allaient apparaître dans cette fraternité, mettant à l'épreuve les loyautés et les amitiés d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. La foule applaudit bruyamment lorsque Van Halen entre en scène dans une boîte de nuit appelée Whiskey A Go Go à Los Angeles. Michael Anthony sent sa basse trembler dans tout son corps lorsque le groupe commence à jouer. C'est en 1977 que Van Halen devient rapidement l'un des groupes les plus populaires de la ville de Los Angeles, même s'il n'a pas encore de contrat d'enregistrement. C'est alors que le producteur Ted Templeman reconnaît leur potentiel. Après avoir assisté à une prestation électrisante, il a signé un contrat avec Warner Bros. Records, ouvrant la voie à une ascension fulgurante. Le premier album éponyme de Van Halen a explosé sur la scène en février 1978. Les lignes de basse entraînantes de Michael et ses chants d'accompagnement sont devenus des éléments caractéristiques du son Van Halen, particulièrement évidents sur des titres comme Running with the Devil et Ain't Talking About Love. Les gens remarquent toujours le jeu de guitare d'Eddie, comme il se doit. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la basse et le chant de Michael étaient le ciment qui maintenait tout ensemble, a déclaré l'ancien manager Noel Monk. Sans cette base, Eddie n'aurait pas pu voler aussi haut qu'il l'a fait. L'album s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et Van Halen s'est soudain retrouvé sous les feux de la rampe. Les tournées deviennent plus importantes.
les salles plus grandes, et les 4 jeunes hommes de Pasadena sont désormais des rois du rock. Pour Michael, ces années dorées représentent tout ce dont il avait rêvé en tant que jeune musicien. Nous étions frères à l'époque, dit-il, la voix adoucie. Nous voyagions ensemble, faisions la fête ensemble, créions de la musique ensemble. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arrêter. Au cours des 5 albums suivants, alors que Jump est en tête des hit parades et que leurs vidéos dominent MTV, Van Halen semble inarrêtable. Mais le succès a souvent un prix. L'amitié qui avait marqué leur début commençait à s'étirer sous le poids des égos, des différences créatives et de la pression constante pour se surpasser. Les années dorées étaient brillantes, mais éphémères, et des nuages sombres se formaient à l'horizon. Des nuages qui finiraient par déchirer la fraternité qu'ils avaient bâtie. Le contrat qui a tout changé. En 1984, Van Halen est au sommet de son succès. Leur album 1984 a fait d'eux des superstars du rock, grâce à des tubes comme Jump, Panama et Hot for Teacher. Mais en coulisses, quelque chose d'important était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait changer le lien de Michael Anthony avec le groupe qu'il avait aidé à construire. Dans les coulisses, avant un concert de la grande tournée de 1984, Michael a été approché par ses coéquipiers avec des documents en main. Selon le livre de l'ancien manager Noel Monk, Running with the Devil, ce qui s'est passé ensuite n'était rien d'autre qu'une embuscade. Ils sont venus me voir quelques heures avant notre concert, a révélé Michael plus tard. Tous les 3, Alex et Dave, se tenaient là pendant qu'on me tendait des papiers à signer. Ces documents étaient des contrats qui dépouillaient Michael de tous ses futurs droits d'auteur et réduisaient considérablement sa participation dans l'entreprise Van Halen. Plus choquant encore, l'accord était rétroactif, ce qui signifiait que Michael perdrait également les royalties de l'album 1984, qui a connu un énorme succès, un disque qu'il avait déjà contribué à créer. J'ai dû faire un choix à ce moment-là, a admis Michael, la voix lourde du poids du souvenir. Soit je renonçais à mes droits, soit je risquais de compromettre toute la tournée. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Laisser tomber des milliers de fans qui avaient acheté des billets. Noel Monk a affirmé plus tard qu'il lui aurait déconseillé de signer s'il avait été présent. Mais Michael s'est senti acculé. Sous le regard de ses coéquipiers, il a signé les papiers. C'était comme si on me disait que je n'étais plus un partenaire à part entière dans quelque chose que j'avais aidé à construire à partir de rien, a déclaré Michael. C'était dévastateur. Les implications financières étaient énormes. En renonçant à ses droits, Michael a potentiellement perdu des millions de redevances futures sur un album qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Mais plus que l'argent, c'est la rétrogradation symbolique qui l'a le plus blessé. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal? Confié à Michael des années plus tard, la voix légèrement cassée. Je me suis rendu compte que je n'avais peut-être jamais été considéré comme un membre à part entière du groupe, qu'après toutes ces années passées à jouer ensemble, il me considérait comme remplaçable. Le conflit contractuel de 1984 a marqué un tournant dans la dynamique interne de Van Halen. Bien que le groupe continue à jouer ensemble, la fraternité qui le définissait auparavant s'est fracturée. Pour Michael, qui était là depuis le début, c'était le premier signe que ses jours avec Van Halen étaient peut-être comptés. Je n'en ai jamais parlé publiquement à l'époque, a admis Michael. Je voulais être professionnel. Ce qui comptait pour moi, c'était la musique. Jouer pour les fans. Créer quelque chose de spécial sur scène chaque soir. J'ai donc ravalé ma fierté et j'ai continué. Mais certaines blessures sont trop profondes pour être complètement guéries. Et les graines d'un plus grand conflit avaient été plantées. Des graines qui allaient se transformer en problèmes plus importants dans les années à venir. L'ère Sammy Hagar, juste après que Michael ait signé son nouveau contrat. Un autre grand changement a frappé Van Halen. En 1985, le chanteur David Lee Roth quitte le groupe. Ce départ a choqué les fans du monde entier. Mais au lieu d'abandonner, les frères Van Halen ont rapidement engagé un nouveau chanteur, Sammy Hagar, également connu sous le nom de Red Rocker. Il était célèbre pour sa voix puissante et sa présence scénique excitante. Avec Sammy comme nouveau chanteur,
Les fans ont commencé à appeler le groupe Van Hagar. Même si certains doutaient que cela fonctionne, le groupe leur a prouvé le contraire en sortant 4 albums d'affilée qui ont atteint la première place. 5-0 pour Unlawful Carnal Knowledge. At Balance. Les chœurs puissants de Michael se marient très bien avec le chant de Sammy, et leurs voix sont devenues un élément particulier du nouveau son du groupe. Pourtant, en coulisses, de vieilles tensions persistent. Des conflits contractuels datant de 1984 n'ont toujours pas été résolus, et les changements de dynamique au sein du groupe ajoutent à la pression. L'ère Hagar dure jusqu'en 1996, date à laquelle des conflits internes et des divergences créatives conduisent à une nouvelle séparation. À cette époque, Van Halen est devenu aussi connu pour son changement de chanteur que pour sa musique. Au fil des années 1990, la relation entre Michael et Eddie Van Halen commence à s'effriter. Autrefois fondée sur le respect mutuel, leur partenariat s'est effiloché publiquement lorsqu'Eddie a commencé à minimiser le rôle de Michael. Dans des interviews, Eddie affirme qu'il a dû apprendre chaque note à Michael. Ces remarques ne blessent pas seulement Michael sur le plan personnel, mais jettent également le doute sur sa réputation musicale. Des fans de longue date ont commencé à remettre en question ses contributions, l'obligeant à défendre discrètement son héritage sans s'engager dans des discussions publiques. Dans le même temps, l'implication de Michael dans les sessions d'enregistrement du groupe se réduit. Sur l'album Van Halen Tour de 1998, il n'a joué de la basse que sur 3 des 11 titres. Lors de la sortie de la compilation The Best of Both Worlds en 2004, il est limité au chœur, Eddie se chargeant de toutes les tâches liées à la basse. Les membres du groupe, autrefois proches, s'éloignent les uns des autres. La communication, autrefois spontanée et collaborative, est devenue distante et rare. Michael est resté professionnel, choisissant de ne pas critiquer Eddie ou le groupe publiquement. Sa loyauté envers la musique, l'héritage et les fans ne s'est jamais démenti, même si son rôle a diminué. Michael gardait l'espoir d'une réconciliation, croyant que ce qui s'était passé entre eux pouvait être réparé. Mais le point de rupture était proche. Un moment qui allait mettre à l'épreuve sa loyauté et marquer le début du chapitre le plus douloureux de son parcours au sein de Van Halen. Découverte en ligne en 2006. Le monde de Michael Anthony s'est écroulé d'un simple clic en naviguant sur Internet. Il est tombé sur une nouvelle qui l'a frappé de plein fouet. Il n'est plus membre de Van Halen. Ce qui rend la révélation encore plus douloureuse, c'est qu'il ne l'a pas entendu de la bouche de ses coéquipiers. Il n'y avait pas eu de coup de téléphone, pas de réunion. Aucune courtoisie n'a été manifestée à l'égard d'un membre fondateur qui avait consacré 3 décennies de sa vie au groupe. J'ai appris que j'avais été remplacé en lisant des articles sur Internet, a révélé Michael. La blessure est toujours évidente dans sa voix, des années plus tard. Après tout ce que nous avions vécu ensemble, je n'ai même pas reçu de coup de téléphone. Son remplaçant est Wolfgang Van Halen, le fils adolescent d'Eddie. Bien que Michael n'ait rien contre le jeune musicien personnellement, la manière dont il a été renvoyé l'a profondément marqué. Eddie voulait jouer avec son fils. « Je comprends cela », dit Michael avec courtoisie, mais ne pas me le dire directement. Après 30 ans, c'est là que j'ai réalisé à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre. La découverte en ligne a marqué la rupture définitive de la communication entre Michael et les frères Van Halen. Après des années de tensions croissantes, de problèmes contractuels non résolus et de critiques publiques, tout s'est terminé par un licenciement sans cérémonie. Ce moment a tout changé pour moi, a admis Michael. Il ne s'agissait pas seulement de perdre mon emploi, c'était perdre ce que je pensais être ma famille. Les fans ont été choqués par le changement de composition. Et beaucoup ont exprimé leur soutien à Michael sur les forums de discussion et lors des concerts. Pour eux, les chœurs distinctifs de Michael et sa présence énergique sur scène ont été des éléments fondamentaux de l'expérience Van Halen. Sa célèbre basse, Jack Daniels, et son large sourire faisaient autant partie de l'image du groupe que la guitare rayée d'Eddie ou la batterie massive d'Alex. Plutôt que de s'emporter publiquement, Michael a choisi la dignité. Il a évité de se répandre en injures dans les interviews et s'est plutôt concentré sur de nouveaux projets musicaux. En privé, cependant, il pleurait la perte du groupe qui avait défini une grande partie de sa vie. Mais outre le chagrin,
La rage grondait. On lui avait manqué de respect. On l'avait rabaissé. On l'avait pris par surprise plus d'une fois. On l'avait traité comme un étranger et on ne l'avait jamais remercié pour tout ce qu'il avait fait au sein du groupe. Il en voulait à Eddie de l'avoir remplacé comme s'il n'était qu'un simple bassiste et non un membre fondateur du groupe. Et il s'était juré de ne jamais lui pardonner ce qu'il lui avait pris. La joie de jouer de la musique avec de vrais amis. Michael était loin de se douter que le destin lui offrirait un dernier rebondissement douloureux, une dernière chance de réconciliation qui ne se concrétiserait jamais. Après le choc de son renvoi de Van Halen, Michael Anthony s'est retrouvé à la croisée des chemins. 3 décennies de sa vie ont été consacrées à un groupe, à une famille musicale. À présent, à un âge où de nombreux musiciens envisagent la retraite, il doit se réinventer. Michael admet que c'était effrayant. Lorsque vous faites partie de quelque chose depuis si longtemps, vous commencez à vous demander si vous pouvez exister en dehors de cette chose. Qui est Michael Anthony sans Van Halen? La réponse est venue sous la forme d'un vieil ami, Sammy Hagar. Le Red Rocker a contacté Michael peu de temps après l'annonce de son départ de Van Halen. Sammy m'a appelé et m'a dit « Hey Mike, tu veux faire de la musique qui soit à nouveau amusante? » Se souvient Michael avec un petit rire. Et c'est comme ça que je me suis souvenu de la raison pour laquelle j'avais commencé à jouer. Leur première collaboration majeure après Van Halen a été une tournée appelée The Other Half, un clin d'œil ludique à leur statut d'autre moitié de la formation de Van Hagar, interprétant des classiques de Van Halen ainsi que des morceaux solo de Hagar. La première fois que nous avons rejoué ensemble, c'était comme si le temps n'avait pas passé, a déclaré Michael. La connexion était toujours là. La voix, le rythme, l'amitié. C'était comme un retour à la maison. Cette réunion musicale s'est rapidement transformée en quelque chose d'encore plus ambitieux. Chickenfoot. En s'associant au guitariste virtuose Joe Satriani et au batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Michael et Sammy ont créé un super groupe qui a permis aux 4 musiciens de déployer leurs muscles créatifs. Chickenfoot a été une guérison pour moi, a révélé Michael. Cela m'a rappelé que j'avais encore quelque chose à offrir en tant que musicien, que mon jeu de basse et ma voix pouvaient encore contribuer à créer quelque chose de spécial. Le premier album éponyme du groupe s'est hissé dans le top 10 du Billboard, faisant taire tous les doutes quant à la pertinence de Michael dans le paysage rock moderne. Les critiques ont loué l'alchimie entre les membres du groupe, et beaucoup ont souligné les lignes de basse distinctives et les chœurs de Michael. Dans Chickenfoot, personne ne me disait ce que je devais jouer ou ne remettait en question mes capacités, a déclaré Michael. Il y avait un respect mutuel entre nous tous. Nous étions égaux, partenaires dans la création de quelque chose de nouveau. Le succès s'est poursuivi avec un autre projet, Sammy Hagar and the Circle, qui comprenait également le batteur Jason Bonham, fils de John Bonham de Led Zeppelin. Ce groupe a célébré l'histoire du rock en interprétant des chansons de la carrière de Hagar et d'Anthony, y compris des classiques de Van Halen. Ces hommages, associés à la réticence de Michael à parler en mal de ses anciens camarades, ont convaincu les fans que Van Halen ne s'était séparé que pour permettre à ses membres de se lancer dans d'autres entreprises. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de mauvais sang entre les anciens membres du groupe, et pendant longtemps, Michael les a laissés faire par respect pour Eddie et les autres. Ces nouveaux chapitres musicaux ont aidé Michael à redécouvrir sa joie de jouer. La fin amère de son contrat avec Van Halen avait menacé de ternir son amour pour la musique. Mais le fait de collaborer avec des coéquipiers qui le soutenaient et l'appréciaient lui a rappelé pourquoi il avait pris une basse au départ. Travailler avec Sammy, Joe, Chad et Jason m'a appris quelque chose d'important, a déclaré Michael. Cela m'a appris que parfois, lorsqu'une porte se ferme, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui attend de l'autre côté. Ces gens ne m'ont pas seulement donné un travail, ils m'ont redonné confiance en moi. Alors que ces nouveaux groupes prospéraient, une question continuait à suivre Michael où qu'il aille. Se réconcilierait-il un jour avec Eddie dans le camp Van Halen? Au fil des ans, les fans lui ont demandé à plusieurs reprises d'expliquer pourquoi il avait quitté le groupe, ou pourquoi il n'avait jamais participé à l'un de leurs concerts. Michael avait toujours éludé ces questions, n'offrant que des demi-vérités et des sourires tranquilles. À l'époque, il ne pensait pas pouvoir pardonner à Eddie Van Halen de l'avoir mis de côté comme s'il ne valait rien. Mais quelque chose s'est passé.
La vie est arrivée. Ou plutôt, la mort. Et Michael s'est retrouvé à douter de tout ce qu'il avait toujours cru. La disparition d'Eddie et le deuil non résolu le 6 octobre 2020. Le monde de la musique s'est arrêté avec l'annonce déchirante du décès d'Eddie Van Halen après une longue et courageuse bataille contre le cancer. Pour Michael Anthony, cette nouvelle a suscité un flot d'émotions complexes. Chagrin d'avoir perdu un ami, le regret des choses non dites, et la douloureuse prise de conscience que certains ponts resteront à jamais inaccessibles. Quand j'ai appris qu'Eddie était parti, dit Michael, la voix brisée, tout le reste a disparu. Toutes les affaires, les désaccords, les blessures, tout cela n'avait plus d'importance. Je me suis juste souvenu du gamin que j'avais rencontré toutes ces années auparavant. Ce type incroyablement talentueux qui avait changé le jeu de guitare pour toujours. Dans les jours qui ont suivi la mort d'Eddie, Michael a publié un hommage sincère sur les réseaux sociaux, partageant des photos de leur début et exprimant sa tristesse, ce qu'il n'a pas partagé publiquement. C'est la douloureuse vérité qui émergera plus tard. Eddie et lui ne s'étaient jamais réconciliés avant la mort du guitariste. Le deuil a été compliqué par le fait que Michael a été exclu des cérémonies commémoratives privées. Bien qu'il comprenne le désir de la famille de préserver son intimité en ces temps difficiles, le fait d'être tenu à l'écart des adieux à son ancien compagnon de groupe et ami n'a fait qu'aggraver son sentiment de perte. Il a fait partie de ma vie pendant tant d'années, a déclaré Michael, qui a fini par s'effondrer. Nous avons grandi ensemble. Nous avons changé de musique ensemble. Comment dire adieu à tout cela à distance? Pendant cette période de deuil, Michael s'est mis à réfléchir à leur relation, au bon et au mauvais moment. Il se souvient des sessions de jam tardives dans les garages, des moments de triomphe sur scène devant des milliers de fans hurlants, des conversations tranquilles dans les bus de tournée qui traversent l'Amérique. Ces souvenirs ont joué sur la toile de fond de leur rupture, tissant un mélange complexe d'émotions qu'il était difficile de démêler. La déception était toujours là, mais la rage avait disparu. Tout ce qui restait, c'était la certitude que certaines choses ne seraient jamais dites. La mort d'Eddie a forcé Michael à faire face à une vérité qu'il aurait pu éviter. Certaines histoires n'ont pas de fin propre. Certaines relations ne sont pas résolues. Certains mots ne sont jamais prononcés. J'ai dû accepter la façon dont cela s'est terminé, a dit Michael. Ce n'est pas comme je le voulais, mais c'est de la vie. Ce n'est pas toujours très net. Malgré cette réalité, la vie a donné à Michael une chance inattendue de tourner la page. Pas avec Eddie, mais avec ceux que le guitariste a laissés derrière lui. La réconciliation de Michael Anthony après la mort d'Eddie. Quelques mois après la mort d'Eddie, Wolfgang Van Halen, le fils d'Eddie, qui avait remplacé Michael dans le groupe, l'a contacté avec une invitation surprenante à assister à son gigantesque concert WVH à la House of Blues de Las Vegas. Malgré près de 2 décennies sans contact, Michael a immédiatement accepté, sentant l'importance de cette opportunité, ce qui aurait pu être une rencontre gênante en coulisses avec Wolfgang et Valerie Bertinelli, l'ex-femme d'Eddie. Ce jour-là, s'est au contraire transformé en un profond moment de guérison. Wolfgang et moi avons vraiment parlé, se souvient Michael. La voix chargée d'émotions, de la musique, d'Eddie, de tout. Il n'y avait pas de colère, juste 2 personnes partageant leur chagrin et leurs souvenirs. Je lui ai dit qu'il était un morceau de mon cœur et qu'il le resterait à jamais. Au cours de leur entretien, Michael a dit à Wolfgang, en pleurant, à quel point Eddie aurait été fier, non seulement de son talent musical, mais aussi de son courage à forger sa propre identité. En regardant Wolfgang jouer, Michael a ressenti un immense sentiment de continuité en voyant l'esprit d'Eddie vivre à travers son fils. Cette soirée marque un tournant. Après avoir porté pendant des années le poids de conflits non résolus, Michael s'est enfin autorisé à traiter les émotions complexes liées à ses années Van Halen. Cette nuit-là m'a apporté quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, a admis Michael en essuyant ses larmes. Wolf aurait pu perpétuer les rancœurs de son père, mais il a choisi la connexion. Michael a quitté la salle en se sentant capable de tourner la page sur ce chapitre de sa vie, sans oublier le passé, mais en n'étant plus piégé par lui. Bien qu'Eddie et lui n'aient jamais eu leur dernière conversation, Michael a trouvé un sens de la communication grâce à Wolfgang et à la musique qu'ils ont créée. Aujourd'hui, à 70 ans,
Michael continue de tourner avec Sammy Hagar et le Circle, interprétant les chansons de Van Halen avec la même passion et la même énergie que pendant les années où il a fait partie du groupe. Sa célèbre basse Jack Daniels se balance toujours sur ses épaules lorsqu'il joue. Chaque fois que je joue ces chansons, dit-il, j'ai l'impression d'avoir une conversation avec Eddie, de maintenir notre fraternité en vie grâce à la musique que nous avons créée ensemble. En fin de compte, c'est peut-être la façon la plus honnête d'honorer ce que nous avions. La révélation émotionnelle de Michael Anthony au sujet d'Eddie Van Halen vous a-t-elle surpris? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la célébrité, l'amitié et le pardon?